Bonjour Bernard Ramansou. Bonjour Jean-Philippe. Bernard Ramansou, on ne vous présente plus, directeur général honoraire de groupe HEC, donc HEC Paris, auteur de plusieurs chapitres dans l'enseignement de la gestion en France, Identité, défis et enjeux, coordonné par Alain Buerlot et Franck Bournois, édition EMS, auteur de plusieurs chapitres qu'il faut absolument lire. De toute façon, il faut toujours lire ce qu'écrit Bernard Ramansou. Ça c'est gentil, mais il faut lire ce livre avant tout. Voilà. Il faut lire ce livre. Là, on va évoquer, mais on va en tirer prétexte, le chapitre 14, évolution de la pédagogie, transmission d'un savoir d'action ou formation scientifique. Voilà. Coécrit avec Roland Reiter, avec Hervé Collat, avec Bertrand Quélin. Une grande interrogation qui traverse ce chapitre, c'est vous êtes le témoin de ce qui s'est produit à HEC, vous avez impulsé, vous avez dirigé HEC dans un moment de grande transformation où on est passé du savoir d'action à la formation scientifique, pour faire simple, c'est-à-dire la course à l'excellence dont vous nous dites que vous saviez dès le départ qu'elle serait sans fin, cruelle, etc. etc. C'est ça. C'est très bien résumé. Voilà. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que ça n'est pas fini. On assiste à des grands changements dans entre guillemets l'industrie des écoles de management, qu'elles soient grandes écoles ou qu'elles soient appartenant à l'université. On assiste à des grands bouleversements. Et un des grands bouleversements, c'est qu'aujourd'hui, on a un peu, entre guillemets, oublié la méthode Descartes, qui avait fait Florès, pour essayer d'enseigner quelque chose de plus scientifique et pour être plus précis, pour privilégier plutôt les approches hypothético-déductives plutôt que des approches inductives à partir du terrain. Et ça marche, parce que dernier classement du Financial Times, HEC numéro 1 en finance. Oui. CP numéro 2, schéma numéro 3. Oui, alors je réagis à deux niveaux là par rapport à votre question, enfin à votre point. Le premier, oui, c'est que ça marche et que la bonne nouvelle, c'est qu'en effet, les institutions françaises sont très bien placées, se placent très bien. Et c'est des institutions qui ont adopté un petit peu cette nouvelle règle du jeu. Enfin, quand je dis nouvelle, ça fait 20 ans qu'on la voit mûrir. C'est justement de privilégier de l'enseignement directement fondé sur des recherches hypothético-déductives. Et évidemment, ça marche très très bien en finance. On pourrait débattre pour savoir si ça marche dans toutes les disciplines du management, mais en finance, c'est quelque chose qui évidemment marche très très bien et où on voit bien qu'il y a de l'espoir. On est souvent dans une ère pessimiste. On voit bien que des écoles françaises, des institutions françaises peuvent trouver leur place reconnue mondialement. Reconnu mondialement. Alors, grande question sur laquelle vous êtes exprimé à plusieurs reprises, mais là, vous y revenez, on tourne toujours autour. On est en avance ou on est en retard? Alors, on est dans le peloton de tête. C'est peut-être une façon de ne pas répondre directement à la question. Mais les institutions françaises en management sont dans le peloton de tête. Pour être précis, c'est pas toutes les institutions, mais ça, il faut pas rêver. Mais il y a un nombre significatif d'institutions françaises qui sont dans le peloton de tête européen, c'est sûr. Et on peut dire que certaines font la course en tête parmi les business schools au niveau mondial. Donc ça, c'est un premier point. Après, est-ce qu'on est en tête? Il y a un double sens à cette question, parce que, évidemment, est-ce que nous sommes innovants? Si c'est ça qui est derrière la question, je serais plus réservé. Mais c'est une bonne nouvelle de ne pas être innovant, parce qu'on est tous un peu piégés par il faut être le leader et c'est le leader qui innove. Non, il faut quelquefois laisser les autres prendre le risque de l'innovation, et en particulier les plus riches, et ensuite adapter avec nos savoir-faire, notre savoir-faire, quand on a compris comment ça marchait, comment les règles du jeu se mettaient en œuvre. À ce moment-là, on peut se mettre à suivre dans un premier temps pour dépasser celui qui a peut-être créé au départ les nouvelles règles du jeu, mais qui ensuite arrive à moins bien les appliquer. Et donc l'idée d'être le first mover est une idée un peu surfaite. En tous les cas, il faut regarder dans quelles circonstances on applique ce théorème. On n'a pas forcément l'avantage du pionnier. Voilà. Et je pense qu'il peut y avoir un avantage à être, encore une fois, le premier qui copie celui qui a innové. Alors, une question, il y a de multiples éléments dans ce chapitre. Vous évoquez aussi la transformation des corps professoraux.
Alors, avec parfois des situations difficiles. Enfin, on le sent vraiment dans l'écriture et dans votre débat avec Roland Reiter. C'est du vécu, oui. Aujourd'hui, on a le sentiment que quand même, de grandes transformations sont à venir. On commence à voir les GAFA qui rôdent autour du monde de l'enseignement supérieur avec des crocs de plus en plus acérés. Voilà, on a des vidéos sur LinkedIn Learning. Les réseaux d'anciens se retrouvent sur LinkedIn aussi. Alors, LinkedIn n'est pas un GAFA, mais si, en fait, si. Si, en fait, oui. Ouais. Donc là, l'avenir, qu'est-ce que c'est pour les écoles? Alors, je pense que quand on écoute votre question, on peut en effet se mettre à se lamenter. Si c'est le gros qui est énorme, qui bouge le premier, oui. Là on est mal. Là on est mal, mais le gros, le jour où il bougera, il pourra de toute façon pas écraser ce qui correspond à la recherche. Là, il aura beaucoup de mal à créer des institutions de recherche. Et je pense que là, on a les business schools, les universités, je me cantonne au domaine du management, auront toujours un petit peu cet avantage d'être celles qui possèdent ce trésor, ces talents, c'est-à-dire, en l'occurrence, les professeurs qui font de la recherche. Et quand les GAFA, qui sont en effet très gros, bougeront, et peut-être investiront après d'autres domaines, le domaine de l'enseignement supérieur et de l'enseignement du management, il n'empêche qu'il restera à quelques écoles, à quelques institutions, le privilège d'avoir un corps professoral dédié à la recherche. Et ça, c'est quelque chose qui sera important. Et à ce moment-là, les GAFA seront obligés, s'ils veulent exister, de copier ce que les chercheurs auront trouvé. Alors on peut retomber dans le pessimisme en disant qu'ils se contenteront d'aller acheter, entre guillemets, ces enseignants. Je ne crois pas que ça suffira, parce que je pense que être une institution qui pilote de la recherche, c'est bien sûr des grands chercheurs, mais c'est aussi une culture de la recherche. C'est-à-dire on n'est pas, pour parler anglais, une research institution uniquement en recrutant des mercenaires qui font de la recherche. Il faut arriver à créer une culture de la recherche, et c'est en soi une barrière d'entrée. Une barrière d'entrée assez élevée. Vous avez très souvent évoqué le fait qu'être une research institution, ça coûte énormément d'argent. Mais ça coûte parce qu'il faut évidemment rémunérer les chercheurs de réputation mondiale, donc il y a un marché là-dessus, donc ça coûte. Mais ça coûte aussi parce qu'il y a tout à côté que je mets sous le chapeau de la culture, cette culture de la recherche. On voit assez facilement, quand on connaît l'industrie, les institutions où il y a cette culture de la recherche, et puis les institutions qui n'ont pas cette culture de la recherche. C'est ni bien ni mal, c'est simplement que les premières sont obligées de trouver plus de ressources. Et est-ce que ça veut dire que pour celles qui sont appelées à être teaching, il y a plus de risques ? Puisque vous nous dites que la recherche est... Oui, bien sûr. Voilà. Il y a plus de risques d'être, balayé, ou de devenir un petit peu les... Alors c'est un mot qui fait peur, et en plus on va dire que je suis toujours un grand pessimiste, mais c'est une forme d'ubérisation. C'est une forme d'ubérisation. Ouais. C'est-à-dire les écoles qui ne seront que teaching risquent de devenir uniquement des relais plus ou moins médiatiques et plus ou moins médiatisés des grands et des costauds, quoi. Et donc voilà, il y a un enjeu d'autonomie derrière ça aussi. Je vais vous poser une question à laquelle vous n'allez pas vouloir répondre, mais ça veut dire combien de research institutions en France ? En management, ou bien plus globalement ? En management et globalement ? En management, dans mes moments d'euphorie, je dis 5, mais je n'y crois pas. Je pense 3. Mais après, c'est évidemment pas une science exacte. Et plus globalement, on va dire, au niveau des universités, je pense que c'est un point important. Les universités qui ont été reconnues comme IDEX, et j'allais dire IDEX permanent, je pense que c'est une bonne préfiguration. Donc on est aussi, si on est très optimiste, on va dire 7-8, si on est plus pessimiste ou plus réaliste, 5. Mais à condition, encore une fois, que les gens en charge de développement de ces institutions trouvent les ressources pour ça. C'est aussi un problème de gros sous. C'est aussi un problème de gros sous. L'enseignement de la gestion en France, identité, défi et enjeu. Merci Bernard Amanso. Merci de cette invitation.